Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 58 de 100% PSG, le MAG. Alors cet épisode, il est un peu particulier parce que évidemment, pendant le dernier match du Paris Saint-Germain, où on a à la fin du match appris que le Paris Saint-Germain serait barragiste et que l'OM serait éliminé, bien sûr, on a tout de suite su qu'on pourrait tomber en barrage, soit contre Monaco, soit contre Karabag. C'est venu contrecarrer mes plans de base qui étaient que oui, sûrement, on allait tomber sur un club anglais ou peut-être italien. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'on me sorte un club azerbaïdjanais. Et donc, je me suis dit, en sortie du tirage vendredi, il faut que je puisse tout de suite enregistrer un épisode qui va nous donner des infos sur soit Karabag ou soit sur Monaco. Évidemment, Monaco, c'était moins exotique. Donc, il y avait beaucoup de gens qui préféraient Karabag. D'ailleurs, on a fait un sondage sur Twitter, 971 votes. 78% des supporters qui ont voté voulaient tomber sur Karabag. Eh ben non, ce sera Monaco. Du coup, avant cette émission, j'avais préparé 2 plateaux, un plateau Karabag, un plateau Monaco. Eh ben on est parti pour le plateau Monaco, mes amis. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Et le premier truc à savoir avec ce plateau Monaco, c'est que je me suis dit, ça va être beaucoup plus facile de trouver des supporters de Monaco que des supporters de Karabag pour venir en studio. Et détrompez-vous, parce qu'avec Chloé qui travaille avec moi, on a contacté 2 assos de supporters de Monaco, des assos parisiennes. Les 2 nous ont bâché en nous disant, on ne parle pas aux médias. Alors que dans ce studio, on a eu des supporters de Liverpool, de l'Inter, de Tottenham. On a eu des supporters de tous les pays. Et là, les supporters de Monaco, oui, non, voyez, voilà, genre ultra quoi. Donc ça m'a fait un peu sourire, mais ça tombait pas trop mal parce qu'en fait, en vrai de vrai, dans mes amis proches, il y a un supporter de Monaco. On n'a jamais fait de radio ensemble parce que c'est pas du tout son métier. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, c'est l'occasion de faire une émission ensemble avec mon pote Christian. Salut Christian. Salut Pia. T'es content d'être là ? Hyper content de pouvoir représenter Monaco ici et pour parler d'eux et pour parler de ce match à venir. Voilà, c'est 2 matchs. Tu sais, tu vois le 10-0 contre Brest, il y avait 2 matchs. C'est clair, c'est ça le problème, je pense, c'est qu'il va y avoir 2 matchs malheureusement. Ouais. Mais c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure. Je me disais, autant sur un match, il y aurait pu y avoir peut-être un risque de quelque chose, mais je pense que sur 2 matchs, ça va être très très chaud. Mais bon, on sait jamais. Il peut se passer plein de trucs évidemment dans le foot. En face de toi, Christian, il y a Antoine Morin qui est un habitué plus de cette émission. Il connaît un peu toutes les équipes, tous les championnats, commentateur sportif. Alors, Antoine, actuellement, sur quels médias tu commentes et quel championnat ? Alors, principalement Sky Sport Suisse, Ligue 1 et Serie A. Donc ça dépend des week-ends. Là, ce week-end, ce sera 100% Serie A. Le week-end dernier, j'ai fait Marseille-Lens, par exemple. Et un peu de Canal+ également et de beIN Sport en France à l'occasion. J'ai fait Barcelone-Copenhague mercredi. J'ai fait un peu de Cannes pour beIN pendant... Worldwide. J'ai fait quelques matchs de la Cannes pendant le mois de décembre-janvier. C'était fort. très agréable. J'en profite d'ailleurs pour remercier encore les dirigeants de beIN pour leur confiance, parce que j'ai fait quand même 7 matchs, donc c'est pas anodin. Mais voilà, on profite des différentes expériences possibles. Trop bien. Et tu es un supporter du Paris Saint-Germain, vraiment... Globule rouge et globule bleu. Voilà, passionné, plus. Bah oui. Tu connais toute l'histoire du club et donc t'es un peu un pilier de mes émissions parce que je sais que je peux t'inviter un peu dans tous les contextes et tu t'en sors toujours. Ah, s'il avait fallu te parler de Karabag, on aurait parlé de Karabag. Et voilà. Et les garçons, ce qui est très cool, c'est qu'on a un autre invité un peu VIP par rapport au fait qu'on parle de Monaco parce que il est spécialiste de Monaco pour le journal L'Équipe, donc autant dire qu'il connaît parfaitement l'équipe. C'est le journaliste Romain Lafont qui est en ligne avec nous. Salut Romain. Salut à tous. Merci beaucoup Romain d'avoir accepté notre invitation. Alors toi tu es à Paris au siège du journal L'Équipe parce que tu bosses. Tu vas rester avec nous la première demi-heure de l'émission et on va profiter de tes lumières. Je vais commencer par vous poser la question les garçons à tous les 3 et en premier à toi Romain. Quel tirage tu espérais à la fois pour Monaco et pour le Paris Saint-Germain ? Je trouve que c'est toujours un peu dommage, moi, les tirages franco-français. Donc, c'est sûr que ça aurait été plus exotique pour Paris d'avoir Karabag. Et puis, peut-être plus sympa pour les journalistes qui suivent Monaco d'aller faire un petit déplacement à Saint-James Park. On va pas se mentir. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Ce sera une affiche de niveau européen et ce sera très bien. Et de toute façon, c'est comme ça. Parce que toi, du coup, aller à Louis II ou aller au Parc des Princes, c'est juste la vie quotidienne, quoi. C'est pas ouf quand même. Tu devais être un peu déçu, quoi.
Oui, bah, c'est le travail, mais bon, Ouais, ça fait une super affiche et puis ouais. c'est une super équipe, en ce moment, le PSG, c'est comme jouer à un monument européen aujourd'hui, par les temps qui courent donc franchement, Eh ben, écoute, ça peut pas être beaucoup mieux quand même. on est sur un profil de monument européen qui arrive pas à mettre de but, contre un monument européen qui encaisse beaucoup de buts. Donc je sais pas ce que ça va donner, ça va être très intéressant. Toi, Christian, toi qui es fan de Monaco, quand tu as vu que c'était potentiellement le PSG contre qui vous pouviez tomber ou Newcastle, comment tu as réagi? Bah, très déçu que ce soit le PSG parce que forcément on aurait préféré que deux équipes françaises s'affrontent pas à ce niveau-là, mais bon, c'est le jeu. Et puis dommage que ce soit pas Newcastle. Effectivement, T'aurais préféré, toi, Ouais, j'aurais Newcastle? préféré parce que Monaco a l'habitude des équipes anglaises. Ils s'en sortent plutôt pas mal. On l'a vu dans les tours précédents face à City, par exemple, où ils avaient fait plutôt un bon match. Et juste, 2-2, ouais. miracle, un peu miraculeux. Miraculeux, oui. Mais écoute, de l'ordre du Non mais miracle, on sait jamais. On aurait peut-être pu passer. Donc voilà, sur un malentendu. c'est ça. Et toi, Antoine, avec cette double casquette journaliste et supporter du PSG, qu'est-ce que tu attendais de ce tirage? Bah, toujours pareil, effectivement, les affrontements franco-français. Même si l'année dernière, ça a plutôt bien réussi au Paris Saint-Germain. C'est sûr. Voilà. Le seul truc, c'est que Karabag, c'est quand même 14 heures d'avion aller-retour, quoi. Donc, et puis tu joues à 18h45, Et puis, le match aller. ah oui, tiens, j'avais Donc pas pensé à c'est ça. alors Ouais, l'année dernière, le barrage aller à Brest, c'était aussi 18h45, mais ouais. parce que c'était un choix télé, etc. Par rapport à l'UEFA. Là, Karabakh, t'aurais pas eu le choix, ça aurait été 18h45 d'office. Ça aurait Mm. pas mis un peu le bazar dans toutes les rédactions de France et d'ailleurs, mais un peu quand même. Donc finalement, Oh, Louis II, ça c'est va, ils ont pas. l'habitude de se. Alors par contre, c'est vrai que pour le déplacement, c'était quand même quelque chose de. Bah, ouais. Voilà, Bah, c'est 7 heures d'avion. Hein. L'Azerbaïdjan, Voilà. pour l'avoir fait, Ouais. c'est 7 heures d'avion aller, 7 heures d'avion retour. T'es allé en Azerbaïdjan Ouais. pour le foot? Non, pour bosser sur une compétition internationale D'accord. multisport. Mais c'est 5 heures d'avion pour aller en Turquie et 2 heures d'avion Istanbul, Bakou. Voilà. Bon, bah, ce sera pas le cas. Ce Non, sera Monaco, voilà, mais c'est au bien. soleil, tranquillou bilou, un peu La, comme la d'hab. navette, la navette de Air France qui fait Paris-Nice et voilà, c'est pas ça, Voilà. c'est Ben, facile. par contre, il y a un truc qu'on espère, Romain, c'est que cette fois, Monaco ne va pas casser en deux, ouvrir le visage ou défoncer la cheville d'un joueur du Paris D'un gardien de but, Saint-Germain. d'un gardien de but. Qu'est-ce que Romain, toi qui Faudra bien suis, choisir le gardien, peut-être les équipements de Ça va bien se c'est passer. quoi? Tu sais, on va faire un truc, on va vous envoyer Lucas Chevalier, vous allez nous le casser en deux. On mettra Renato Marine dans les buts. Non, non, parce que Renato Marine, on sait pas encore ce qu'il vaut. On se dit peut-être qu'il y a moyen de faire un truc. Tu vois, Lucas Chevalier, il y a déjà pas mal de supporters parisiens. Je peux pas parler à leur place, mais ça commence un peu à nous. Voilà. Les garçons, on va commencer un peu en dressant un portrait de Monaco cette saison. On en parlait avec toi, Christian, juste avant de prendre l'antenne. Monaco, quand on les voit jouer et qu'on voit le 11 sur le papier, on se dit ça va être du football champagne. Ça va être génial à regarder. Il va y avoir Ouais. des belles actions. Il y a des beaux attaquants. Il y a des bons ailiers. Tout ça va être bien. Et puis après, on regarde le match et on se dit mais attends, mais ils se moquent de qui, les gars, là? C'est vrai ou C'est pas? décevant, je suis d'accord avec toi. Depuis le début de la saison, on voit pas le visage d'un Monaco étincelant avec les joueurs qu'on a sur le papier. Effectivement, on devrait avoir plus de spectacles, plus de beaux jeux. Et c'est pas le cas malheureusement. Même après un changement d'entraîneur, ça a pas fonctionné. Donc à voir si la sauce va prendre au fur et à mesure et arriver au bon moment Attends, face à Paris. la sauce, elle arrive, Christian. J'y crois un peu, mais bon, c'est clair que ça va être très très compliqué. Surtout que défensivement, ça tient pas la route. C'est une des pires défenses du championnat. 15e Et actuellement. Voilà. Donc c'est très très compliqué. Et quand tu vois que Magnus Kliouch et Golovin, enfin toute l'attaque monégasque n'est pas au niveau en ce moment, ça va être très très compliqué. Sur courant alternatif, quoi. C'est ça. Romain, est-ce que tu as le même sentiment que nous, toi qui suis Monaco pour l'équipe, sur cette espèce de truc sur courant alternatif d'équipes qui ne donnent pas tout pendant tout le match et pas à tous les matchs? Alors, c'est sûr qu'ils donnent cette impression, en tout cas, de choisir leur match, parce que Ouais. c'est simple, hein, de toute façon, le seul match de Ligue 1 qu'ils ont gagné depuis 3 mois, c'est contre le PSG. Donc, si vous êtes capable de battre le C'était PSG le dernier. et que vous Ouais. perdez et que vous perdez 7 des 8 autres matchs, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, ça fait déjà un moment. Hein, la saison dernière, c'est pas parce qu'ils ont terminé à la 3e place que c'était football champagne pour autant. Hein. C'est les résultats. Les résultats cachaient aussi un jeu qui était parfois moyen. Ils ont été sauvés la seconde partie de saison dernière par l'efficacité de Mika Biret qui venait d'arriver au mercato hivernal, mais c'était pas non plus flamboyant dans le jeu. Golovin, il a vécu une saison dernière déjà
très 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 décevante entre beaucoup de blessures et d'irrégularités. Et puis là, la différence avec la saison dernière aussi, c'est que, faut le dire, c'est qu'ils ont eu, comme je sais que c'est le cas de Paris aussi, mais ils ont eu énormément de blessures. Et donc, c'est difficile de les juger à partir du moment où, en fait, quasiment, le nouvel entraîneur Sébastien Pocognoli, il n'a jamais eu le 11 potentiellement type de Monaco. Bien sûr, dans des grandes proportions. Et avec des joueurs importants qui manquent. Voilà. Il suffit de prendre la victoire de Monaco face au PSG de fin novembre. Lucas Radetsky, le gardien qui a été recruté l'été dernier, il est plus là, il est blessé. Minamino, fin de saison, il s'est fait les croisés. Mohamed Salissou, il s'est fait les croisés. Donc voilà, rien que les pour parler de 3 joueurs qui étaient titulaires lors de la dernière victoire contre le PSG. Et puis c'est pas les seuls, quoi, parce que en fait, je crois que Pocognoli il a pu utiliser Eric Dyer 2 ou 3 matchs depuis qu'il est arrivé en octobre. Défenseur central. Voilà, Mawissa qui est défenseur central aussi polyvalent. Il a été de rechute en rechute. Là, il a repris l'entraînement, donc on devrait le revoir bientôt. Mais on ne sait pas dans quelles conditions. Il y a eu Lamine Camara qui a été pété pendant 2 mois avant de partir à la CAN. En fait, donc c'est très difficile de les juger. C'est sûr qu'ils ne font pas une bonne saison, tant d'un point de vue comptable que du point de vue du jeu, mais c'est difficile d'en tirer des conclusions, par exemple sur ce qu'apporte le nouvel entraîneur. Parce que c'est trop tôt parce qu'il n'a pas encore eu son bilan comptable, il est mauvais, c'est sûr. Après, il y a eu quelques matchs. Il y a eu quelques bons matchs en Ligue des Champions qui sont paradoxalement les 2 meilleurs matchs, c'est les 2-0-0, c'est-à-dire celui contre Tottenham qui avait vraiment été un bon match de leur part, et puis celui de la Juve qui était un bon match dans la mesure où en fait ils ont été très solides et ils n'ont jamais été en danger alors que le but était de prendre un point, quoi. Donc on les a jamais sentis sur un fil. 0-0 Donc c'était c'était un 0-0 qui était maîtrisé. Qui n'était pas flamboyant, mais qui était maîtrisé, et que comme on savait que c'était ce dont ils avaient besoin, quelque part, c'était une réussite, quoi. Ouais, là déjà, tu as tiré sur plein de fils qu'on va développer, plein de problèmes qu'il y a en ce moment dans l'équipe de Monaco. Moi, je voudrais qu'on reste un peu sur le physique, parce que Antoine, quand une équipe a beaucoup de blessés, et que par ailleurs le nouveau coach reproche la prépa physique de l'ancien coach, c'est quand même que déjà à la base, c'est pas un hasard si l'équipe est en difficulté aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu un souci sur le plan physique. Et puis c'est pas que de cette année que Monaco a régulièrement des blessés, donc il y a au niveau de la cellule performance. Il y a des boîtes de nuit de ouf à Monaco, c'est ça le problème Je sais pas si tout est lié à la vie nocturne des joueurs de la principauté. Ce qui est sûr, c'est que le département performance de Monaco doit être remis en question, parce que ça date pas. Pocognoli s'en est plein, mais Adi Hutter aussi a dû faire face à beaucoup de blessures. Donc c'est quelque chose qui est récurrent à Monaco. Après, ils ont aussi fait des choix de recrutement un peu hasardeux cet été. Tu prends Eric, tu prends Pogba. Au-delà du cas Pogba, je pense qu'il a raison. Ansu Fati et Eric Dyer, c'est quand même pas des joueurs qui jouent toute la saison non plus depuis un certain nombre d'années. Donc quand déjà tu as des problèmes depuis plusieurs saisons et que tu prends des joueurs qui sont des joueurs sujets à blessure, tu augmentes le risque. Après, tu n'as pas de bol, parce que Radecki, c'est pas un joueur qui se blessait beaucoup. Là, il s'est blessé. Wout Faes, qui était à Reims, qui arrive de Leicester, il s'est blessé 2 fois dans toute sa carrière. Il arrive à Monaco, fait un match, il se pète. Donc il y a aussi un truc. À un moment donné, je sais pas si le marabout de Pogba est dans les parages, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose. Non, mais vraiment, il abuse, ce Polo. Romain, la cellule. Oui, dis-nous. Ouais, il y a 2 choses. Effectivement, il y a eu le pas de bol pour Radecki, ces 2 fois, c'est sur un arrêt, un faux mouvement, et puis ensuite un joueur qui le retombe dessus. Donc les 2 blessures, c'est vraiment pas de bol. Et je mettrais une nuance sur Dyer, parce que Dyer, il jouait toute la saison quasiment avec le Bayern la saison dernière. Donc c'était pas le doute, il était plutôt sur Pogba et Fati, ça c'est une certitude. Pogba, après, évidemment. Donc il y a eu effectivement une épidémie de blessures aux ischio-jambiers invraisemblables. Et on parlait de prépa, puis il y a eu aussi des choses un peu étranges, comme la nomination comme un peu genre de chef des physios d'un compatriote du propriétaire qui avait plus ou moins tout pouvoir sur ça, et qui depuis a revu ses prérogatives un petit peu évoluer. Donc il s'est passé des choses un peu étonnantes de ce point de vue, et forcément ça n'a pas facilité. Et là le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand vous avez 5, 6, 7 blessés, et vous tirez sur la corde parce que vous jouez 2 fois par semaine, et ensuite vous faites reprendre
un jour plus tôt ou 2 jours plus tôt un mec qui revient de 2 mois de blessure, comme c'est arrivé pour Eric Dier. D'ailleurs, il est revenu mi-janvier. Il s'est reblessé une semaine après, alors qu'il avait joué, il avait été titulaire 2 fois d'affilée. Et en fait, après son premier match, qui n'avait pas été bon, le coach avait dit directement, oui, mais le problème, c'est qu'on a dû sauter des étapes parce que en fait, on n'avait plus personne. Et en fait, le fait est qu'il leur manque 3 voire 4 défenseurs centraux selon les matchs. Donc c'est sûr que c'est catastrophique. Et donc une fois que vous rentrez dans ce cercle vicieux, pour en sortir, c'est très compliqué tant que vous jouez 2 fois par semaine. Et là, en fait, Monaco rejoue encore en Coupe de France jeudi à Strasbourg. On a la solution pour la Coupe de France, tu te fais éliminer et après tu es tranquille. On a fait exprès, bien entendu, évidemment. En tout cas, dans ce que tu dis, Romain, on entend donc que le problème lié au physique remonte en fait jusqu'au propriétaire de l'AS Monaco. Qui est propriétaire de l'AS Monaco, Christian? Ribolovlev, depuis un moment. Donc c'est un Russe? C'est un Russe, tout à fait. Ouais. Après, je n'étais pas au courant qu'il avait placé un de ses compatriotes à la tête de la préparation physique. Mais effectivement, c'est problématique et ça se ressent depuis plus que cette année. Alors, sur le cas Adi Hutter. Donc, Adi Hutter, c'est lui qui débute évidemment cette saison. Il était déjà là la saison dernière. Adi Hutter, comment vous avez perçu son passage à l'AS Monaco? On va commencer avec toi, Christian. Très prometteur au début, on voyait une équipe qui jouait, qui avait du jeu. On voyait un plus qu'il avait apporté avec son système, avec sa façon de voir les choses. Un Monaco un peu plus offensif. Et c'était plutôt plaisant à voir. Et après, il y a eu un effet de stagnation. Les joueurs, ça évoluait plus comme il fallait. On avait l'impression qu'il n'avait pas tellement la main sur son groupe, qu'il le respectait pas, son groupe. Je sais pas pourquoi, moi j'avais cette impression-là. Ça t'est arrivé de penser ça, Antoine? Non, pas spécialement par rapport à Adi Hutter, mais effectivement, il y a un moment donné, il y a une espèce de dynamique qui s'est cassée et que Monaco n'a pas réussi à réenclencher, mais alors à trouver l'explication. On avait un peu l'impression qu'il savait faire, qu'il savait très bien faire quelque chose, mais qu'il n'avait pas de plan B. Pas de plan B. Ça presse haut. C'est capable de presser haut, à haute intensité. Ça peut être étouffant. Je me rappelle en début de saison encore un Monaco-Strasbourg où pendant 6 minutes, ils les étouffent dans leurs 20 mètres et finissent par faire commettre une erreur de relance au gardien strasbourgeois et ouvrir le score. Mais en fait, passer ça, si le pressing est transpercé, forcément, t'es fragile derrière, surtout que les défenseurs centraux ont pas brillé et les latéraux non plus ces derniers temps. Et puis après, face au bloc bas, tu ronronnes, tu jouais beaucoup dans l'axe. Donc tu combinais, puis tu t'enferrais dans l'axe, puis tu y arrivais pas. Puis il suffisait de se regrouper dans l'axe et puis il se passait pas grand-chose. Et donc en fait, contre les petites équipes, Monaco avait un mal fou à trouver le moindre espace. Et puis quand par exemple un mec comme Akliouche, c'est un mec qui va justement venir combiner dans les petits espaces, etc. Donc si vous n'êtes pas parfaitement juste dans ces endroits-là, c'est tout de suite plus difficile. C'est beaucoup plus facile de faire des différences si vous êtes un ailier qui colle à la ligne et qui va aller dribbler son latéral avant d'aller faire un centre. Et c'est vrai que ce matin, je me suis refait tous les résumés des 8 journées de Ligue des Champions de Monaco. Et j'ai été assez frappée par le déchet technique, justement, quand l'équipe jouait dans les petits espaces. En fait, quand il y a des jeux à 2, à 3 dans la défense adverse, il y avait énormément de ballons perdus. Et alors, peut-être que c'est parce que j'ai les yeux aussi habitués au PSG, donc forcément... Non, mais sans rire, c'est vrai que de ce point de vue-là, ils sont quand même super forts. Mais Christian, est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit souci au niveau de la précision technique des joueurs? Oui, ça se ressent. De toute façon, quand on voit Akliouche qui fait... parce que on l'a vu aussi lors de ce match, on a vu Akliouche perdre beaucoup de ballons faciles, faire des passes faciles et qu'elles soient pas bonnes. Donc, c'est qu'il y a un réel problème. Quand tu as tes leaders techniques qui sont censés t'apporter un petit plus dans ces petits espaces-là qui ne sont pas au rendez-vous, tu ne peux pas briller, tu ne peux pas faire grand-chose, quoi. Ouais. Et là, on parle depuis tout à l'heure de leaders techniques, etc. Il y a vraiment des joueurs d'un très bon niveau à Monaco. On a parlé de Minamino, on a parlé de Golovin, on a parlé évidemment de Marnès Akliouche. Qui d'autre, Antoine, pour toi, serait des leaders techniques dans cet effectif? Il y a Zakaria, pas forcément un leader technique, mais qui était un leader au milieu et qui a manqué aussi. Alors, il a été replacé en défense centrale contre la Juve, ça a été plutôt pas mal. Donc, à voir
voir si ça va perdurer. À la Je sais place pas d'Éric si... d'ailleurs, du coup. Voilà, je sais pas si Romain a des infos par rapport à ça, mais effectivement, ça a été plutôt une réussite sur cet aspect-là. Tout à fait. Voilà. Son meilleur match de la saison, de loin. Voilà. Et, sachant que sur la saison dernière, la première saison d'Adi Hutter, quand Zakaria était bon au milieu de terrain, c'était tout le milieu de terrain de Monaco qui upgradait d'un sacré niveau. Donc le fait que lui n'ait pas été bon en première partie de saison est aussi une des explications des difficultés. Moi j'aime beaucoup Lamine Camara, qui voilà, mais qui pour l'instant, à mon sens, et d'ailleurs on l'a vu avec le Sénégal à la CAN, n'a pas encore les épaules assez larges pour être le patron du milieu. À la CAN, il a Gana Gueye à côté de lui au Sénégal, et du coup, il a plus de liberté, il a peut-être un peu moins de responsabilité, et du coup, il joue plus libéré. À Monaco, on lui a peut-être demandé justement d'endosser un rôle de leader dans ce milieu de terrain, qu'il est pour l'instant peut-être pas encore capable de faire. Et alors, la saison dernière, surtout, Zakaria a été beaucoup blessé. Et du coup, Camara était moins bon quand Zakaria n'était pas là. Pour le coup, il le sublimait. Et là, cette année, Zakaria est là, mais il n'est pas bon. Et en tout cas, il a été très bon mercredi, mais sinon, il fait une mauvaise première partie de saison, ça c'est une certitude. Et Camara, lui, pour le coup, a été vraiment très peu là, parce que vraiment, je vous dis, plus de 2 mois de blessure, puis un départ à la CAN. En fait, je sais pas s'il a joué 10 matchs avec Monaco, j'exagère peut-être, mais s'il a fait 12 matchs, ça doit être presque un grand maximum. Ouais, en tout cas. Piscine encore. On sent qu'il est bon, mais c'est sûr que oui, tu peux pas attendre forcément d'un garçon qui était encore à Metz il y a 1 an et demi d'être le leader technique au milieu d'une équipe qui joue avec des champions, quoi. En tout cas, sur Adi Hutter, qui s'est donc fait virer au mois de décembre, je crois, ou novembre. Novembre, octobre. La trêve d'octobre. Ah oui, d'accord, la trêve d'octobre. Donc, il demandait un pressing haut, c'est ce que tu nous disais, Romain, tout à l'heure. Quand on demande ça à son équipe, il faut qu'il soit en forme physiquement. Donc, on peut aussi penser que le fait qu'il y ait des trous d'air dans les matchs, ça peut venir aussi de ça. Est-ce que pour vous, l'AS Monaco, aujourd'hui, est une équipe qui presse beaucoup? Parce que c'est hyper important quand on rencontre le Paris Saint-Germain d'avoir le couteau entre les dents et de presser pendant tout le match, sinon tu te fais défoncer. Christian. Ils le font par intermittence, parce que je pense que c'est un peu plus réfléchi, encore une fois. Tu peux pas presser tout un match de toute manière, il faut le faire par intermittence. Et effectivement, face à Paris, tu es obligé. Sinon, tu te fais bouffer. Faut être prêt à ça, quoi. Ouais, c'est clair. Romain, tu dirais quoi sur le pressing de Monaco aujourd'hui? En fait, oui, ils le font, je dirais un peu plus à bon escient, c'est-à-dire qu'ils le font pas de façon absolue. Ils sont capables de très bonnes phases. Le problème, c'est qu'en fait, c'est très risqué face aux équipes de la qualité technique du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'en fait, si vous arrivez, en gros, vous jouez en 1 contre 1 dans le camp adverse, et donc si vous êtes transpercé en 3 passes, derrière vous vous retrouvez avec un 3 contre 3, et un 3 contre 3 avec Gvara, Doué contre Thilo Kerrer, Vanderson et Caio Henrique, ça va mal se passer forcément. Donc c'est très difficile, il faut être capable de le faire par moment. C'est ce qu'ils ont plutôt bien fait face à la Juve. Ils ont vraiment mis en difficulté la Juve, et ils ont obtenu toutes leurs meilleures occasions comme ça, par des pressings hauts et bien coordonnés, mais sans le faire de façon irréfléchie, et de le faire jusqu'à ce que vous soyez totalement éteint physiquement. Donc ça pour le coup, de ce point de vue-là, la Juve était un bon match. Maintenant, la Juve, c'était pas la Juve qui est équivalent au Paris Saint-Germain actuel. Ça, c'est une certitude aussi. Oui, bien sûr. Alors là, on a le Paris Saint-Germain actuel qui est moins bon que le Paris Saint-Germain à la même époque de l'année dernière aussi. Tu citais Désiré Doué. Désiré Doué perd 2-3 ballons ce dernier temps. Si c'est celui de mercredi, c'est pas dangereux. Ça peut le faire. Mais voilà, il n'est pas devenu nul subitement, évidemment, mais il est moins juste dans ses choix. Mais le match de Monaco contre la Juve mercredi est une vraie base de travail pour Pocognoli, notamment sur l'animation défensive, parce que Romain l'a très bien dit, la Juve a finalement assez peu d'occasions, Monaco n'a pas été en danger. Si tu arrives à contenir le Paris Saint-Germain pour pas qu'il se crée beaucoup d'occasions, déjà qu'il lui en faut 50 pour marquer un but en ce moment, tu as peut-être fait la moitié du travail. Bien sûr. Sur le match aller. Après, le match retour au parc sera encore autre chose, mais au moins sur le match aller, c'est une base de travail en tout cas. Alors, on va reparler vraiment du 11 et de l'état de la défense notamment, mais déjà, je voulais juste signaler aux auditeurs que sur la campagne de Ligue des Champions, sur les 8 matchs qui ont eu lieu, premier match, Monaco contre Bruges joue en 4-2-2.
ou on peut dire 4-4-2, mais 4-4-2. voilà, et un peu en 4-2-2 avec un carré au milieu. Deuxième match, 3-4-3 contre Manchester City. Troisième match contre Tottenham, 3-4-2-1. Quatrième match contre Bodo Glimt, 3-1-4-2. Contre Pafos, 4-2-3-1. Et ensuite, on commence à s'installer un petit peu dans un 4-2-3-1 qui a l'air un peu plus pérenne. Et là, contre la Juve, 3-4-3. Donc, il y a eu Alors, énormément... Oui, Romain. en fait, ce qui s'est passé, c'est que à 18h, jouer en 4-2-3 ou 4-4-2, Ouais. c'était quasi devenu immeuble depuis 1 an et demi. Et en fait, quand Pocognoli est arrivé, il a essayé de mettre en place le système qui lui avait réussi à l'Union Saint-Gilloise, qui n'est pas forcément son système absolu, mais qui lui avait réussi en Belgique. Donc, qui est donc on va dire 3-4-2-1, façon un peu ce que connaissent les Lensois avec ce qu'ont connu les Lensois avec Francaise, par exemple, avec par exemple Akliouche et Fati en soutien de l'attaquant. Ouais. Ça permettait d'avoir sa défense à 3, ça permettait d'avoir des pistons un peu qui sont pas forcément les meilleurs défenseurs, mais qui ont une qualité de centre, de pouvoir être un peu plus libre. Et c'est comme ça qu'il est venu pendant tous ses premiers matchs, pendant 1 mois. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 déconvenues terribles. Je crois que c'est Rennes et Lens où ils en ont pris 4 à chaque fois. Aussi parce qu'ils ont pris un carton rouge à chaque fois, si je crois bien. Ouais. Et donc, en fait, après ces 2 matchs et 8 buts encaissés, ils sont revenus en gros à l'ancien système pour dire bon, peut-être je vais redonner des repères parce qu'ils connaissent que ça depuis 1 an et demi, etc. Et donc à partir de Paphos jusqu'à mercredi, eh ben, ils sont revenus à la défense à 4. Alors des fois il a fait un petit peu un losange au milieu, effectivement, mais sinon on était revenu sur un système un peu plus basique. Et en fait là, il a voulu renforcer Pocognoli son axe pour je pense que c'était un peu l'histoire de jouer le match nul. Et donc Contre il est la revenu Juve, tu veux dire, mercredi ? Ouais. il est revenu à son système de prédilection, mais il était emmerdé parce qu'il avait qu'un défenseur central, et d'où donc 2 reconversions en une, avec donc Zakaria qui redescend, qui n'avait pas joué depuis janvier 2024 à ce poste avec Uther, et puis Jordan Tézé qui est le couteau suisse depuis le début de saison, c'est-à-dire que normalement c'est la doublure de Vanderson comme latéral droit, mais il a joué sous Pocognoli, il a joué axial droit Partout. défense à 3, c'est un peu le Warren axial Zaïre droit dans Emery, une quoi. défense à 2, milieu de terrain, et voilà, il fait le taf, quoi. À défaut d'être Et brillant, il met des buts fait le en taf. plus. Enfin, Et il a une belle frappe. voilà. Ouais. Et voilà. Et du coup, il a fait cette adaptation où il est revenu en fait un petit peu à ce que lui aurait envie de faire et qu'il a fait au début, mais auquel il a renoncé entre fin novembre et mi-janvier parce que l'urgence des résultats faisait que bon, il s'est dit peut-être on va faire redonner un petit peu de confiance aux gens de ce point de vue-là. Alors, Romain, tu n'étais pas sûr de pouvoir rester avec nous. Est-ce que tu veux qu'on te libère maintenant ou est-ce que tu peux rester un peu maintenant qu'on va détailler un peu les lignes ? Je peux rester encore 5 minutes. Cool. Ah, mais ça fait plaisir. Donc, Romain Lafont, journaliste à l'équipe, spécialiste de Monaco. Moi, les garçons, j'ai envie qu'on commence par l'arrière de l'équipe et par le gardien. Parce que, en étudiant la saison, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un changement de gardien en cours de saison. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi Philippe Keun a été remplacé par Radetzky. Est-ce que tu peux nous expliquer, Christian ? Je pense qu'il a été très décevant et qu'il ne répond pas aux attentes. C'était pas une blessure. Non, il était sur le banc. Non, il était sur le banc. Je pense que dès son arrivée, il a été très décevant et il n'a pas apporté la petite plus-value qu'on attendait à ce poste-là depuis un moment. Donc voilà, ils sont partis chercher un gardien référence qui malheureusement, manque de chance, s'est blessé une fois de plus. Antoine, tu avais quel regard sur Philippe Keun, toi ? Philippe Keun, c'est un gardien qui n'a pas donné entièrement satisfaction quand on lui a donné les clés du camion. Il a fait des bons intérims, mais déjà la saison dernière, il y avait eu changement de gardien en cours de saison. Globalement, depuis le départ de Daniel Subasic, Monaco cherche un gardien et fait pas forcément les bons choix. Alexander Nubel, ça n'a pas été terrible. Philippe Keun, c'est pas non plus. Voilà. Donc cet été, ils ont cherché un gardien très expérimenté, parce que Lukas Radzycki, il va avoir 35 ou 36 ans, international finlandais. Il a une énorme expérience en Bundesliga. Il a été champion notamment avec Leverkusen il y a 2 ans. Et c'était l'idée de prendre, plutôt que des gardiens jeunes comme ils avaient pris sur les 2-3 dernières saisons, vraiment un mec référencé d'expérience qui va être capable d'apporter un vrai plus. Malheureusement pour lui, il s'est blessé assez sérieusement assez vite, et donc Philippe Keun est revenu en jeu, mais par défaut, parce que de toute façon ils n'avaient que lui, quoi. Et Romain, il est blessé pour combien de temps, Radetzky ? C'était une entorse au genou, donc
En mars. J'allais dire, ça peut être aussi bien en semaine qu'en mois, malheureusement. La première fois, il a été absent 2 mois et demi, et c'est le même genre de blessure. C'est pas le même genou, mais c'est le même genre de blessure, donc ça va être difficile. Le problème de Keun, c'est qu'en fait, il a raté sa première saison. Quand il est arrivé, du coup il s'est fait remplacer par Majeski en cours de saison. Majeski a démarré la saison suivante comme numéro 1, mais ça s'est pas bien passé non plus, et Keun a fini par reprendre sa place à peu près au même moment, je crois que ça s'est joué en février. Il a fait plutôt une bonne fin de saison. Il a fait une boulette à Brest, mais il a fait notamment des gros arrêts lorsque Monaco a battu l'OM. Et il a fait sa part dans la quête de la 3e place en fin de saison dernière. Mais c'était pas suffisant. Et en fait, très vite, dès le mois de mai, le directeur général Thiago Scuro a dit de toute façon, on cherche un gardien cet été. Et en gros, ils ont décidé, ils avaient 2 gardiens dont ils n'étaient pas pleinement satisfaits. Ils étaient un peu plus satisfaits de l'état d'esprit de Philippe Keun. Et donc, c'est lui qu'ils ont décidé de garder en numéro 2. C'est pour ça que Majeski est parti en prêt à Brest. Et en fait, voilà, il était parti pour être numéro 2, qui allait se battre. Hein, il l'a dit, on avait fait une interview de lui en juin, qu'il allait se battre pour sa place. Mais il savait que c'était assez clair que Monaco recrutait un numéro 1. Et comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, ça cherchait un gardien avec beaucoup d'expérience. Ils ont contacté Ter Stegen et donc Radetzky. Voilà, donc, le profil, il était très clair, quoi. Et effectivement, il y a eu vraiment pas de bol parce que je vous dis, c'est la 3e journée sur Monaco-Strasbourg qui se blesse au genou. Et puis là, je crois que c'est contre Lyon, c'est un Lyonnais qui lui retombe dessus début janvier ou quelque chose comme ça. Et voilà, c'est vraiment la faute à pas de bol. C'est vraiment pas pour le coup une question de prépa physique et tout. Là, c'est vraiment pas de bol. Tu veux dire que c'est pas un adversaire qui lui a mis ses crampons dans le visage, par exemple? Non, mais parce qu'on s'en est pas remis de ça. Hein. À la limite, la blessure de. Enfin bon, tu me diras, c'est ce qui a transformé Donnarumma la saison dernière en Superman. C'est la théorie. Il peut le remercier sans doute. Ouais, quelque part, oui, parce que maintenant c'est notre Albator, voilà. Mais c'est vrai que ce qui nous avait vraiment choqué, c'était l'absence de carton jaune pour Singo à l'époque. On n'avait vraiment pas compris. Jaune, si, mais pas rouge. Non, il avait même pas pris. Non, j'en suis sûr, il avait rien pris du tout. Vas-y Antoine, tu peux vérifier. J'ai commenté le match, donc il me semble qu'il prend jaune et pas rouge. Je t'assure qu'il prend rien du tout parce que l'arbitre dit il a pas fait exprès du tout et du coup il prend rien. Je me souviens, ça m'avait choqué de fou. Enfin bref, tu vois, on est un peu traumatisé, Romain, mais ça va depuis ça va quand même un peu mieux. Bon, le gardien, donc ce sera Philippe Keun, à part catastrophe du côté de Monaco. Ça risque d'être un petit peu juste pour Radetzky. Ah oui, il y a quand même un doute. Peut-être le retour. Ok. C'était arrivé début janvier, c'est fin février. Bon, voilà, vous savez, il avait été évoqué. Je vous dis, si ça avait été évoqué genre 2 mois, ça risque de faire juste. De toute façon. Mais c'est pas complètement exclu, donc c'est encore. Voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui apporte vraiment dans le vestiaire. Par sa voix, c'est quelqu'un dans l'attitude, même quand vous le voyez en zone mixte après les matchs, c'est quelqu'un qui donne envie d'aller derrière lui. Et ça a l'air d'être vraiment un bon mec. Donc c'est un mec qui même s'il est pas sur le terrain, je pense qu'il leur fait du bien à ce vestiaire qui manque un peu de leader patron. souvent. Oui, voilà. C'est d'ailleurs une équipe qui a une moyenne d'âge de 25 ans, donc c'est quand même pas très vieux, quoi. Enfin, c'est quand même plutôt jeune, plutôt frais. Antoine, vas-y, annonce le truc. Je te laisse le dire. Non, mais Wilfried Singo avait pris un avertissement de la part de Monsieur Le Texier. Ma théorie à moi, c'est qu'il lui met pas rouge parce que François Le Texier a pris des torrents d'insultes pour avoir mis un carton rouge à Amin Harit quelques semaines avant lors du Marseille PSG et qu'il avait tué le match en mettant un rouge si vite et qu'il n'a pas voulu refaire pareil. Sinon, c'est ma théorie à moi. Je pense que ça a beaucoup joué dans sa décision de ne pas mettre un rouge à Wilfried Singo. Ça n'avait pas changé l'histoire du match pour le PSG parce que le PSG avait gagné quand même, mais... En tout cas, je réécris l'histoire une fois de plus à l'avantage du Paris Saint-Germain. Donc, les garçons, on a évoqué le poste de gardien. Maintenant, on va évoquer la ligne de défense. On l'a dit, 15e défense de Ligue 1, Monaco. C'est le point faible, le gros point faible de l'équipe. J'ai envie qu'on commence avec Thilo Kehrer, qui est vice-capitaine dans cette équipe. C'est lui qui est en photo derrière nous. Tu vois pas, Romain, mais derrière moi, il y a un écran avec Joao Neves et Thilo Kehrer qui sont en train de jouer un ballon. Et d'ailleurs, je crois que Thilo, si je me pousse un peu, il a le brassard ou pas sur la photo? Oui, il a le brassard. Il a le brassard. Voilà. Thilo Kehrer, comment ça se passe pour lui? Toi, en tant que supporter, Christian, t'as quelle image de lui? Est-ce que tu es content qu'il fasse partie de ton effectif? Voilà.
Oui, forcément content quand tu as le profil de Thilo Kehrer et l'expérience qu'il a. Forcément, pour moi, il doit apporter quelque chose à l'équipe. Il doit apporter une certaine sérénité en défense de son expérience. Maintenant, c'est en dents de scie. C'est comme Monaco cette année. Thilo Kehrer, il représente bien Monaco, je trouve, par ses prestations. Il peut faire des très bons matchs comme passer totalement au travers. Antoine, Thilo Kehrer, tout le monde au PSG savait qu'il était adorable, très sympa, etc. Par contre, mentalement, friable. Ouais. C'est exactement ce que tu viens de décrire, Christian. Toi, tu portes quel regard sur ses saisons à Monaco? Moi, j'ai été un peu surpris que Monaco aille le chercher, parce il était à West Ham, qui est quand même un club qui végète dans la deuxième partie du tableau en première ligue. Donc, si tu veux, c'est pas non plus. Ouais, mais il a des vraies qualités quand même. Oui, il a des vraies qualités. Maintenant, j'ai toujours trouvé que Thilo Kehrer, et je parle notamment de ses matchs au PSG, a fait ses meilleurs matchs quand il était bien entouré. Monaco a suffisamment de problèmes défensifs ces dernières années sans qu'on trouve un réel patron. Alors, il y avait Singo qui en était un petit peu un, qui malheureusement est parti. Mais voilà, faire de Thilo Kehrer un joueur qui doit être ton leader de défense, déjà pour moi, dans l'énoncé, il y a un problème. Donc, j'avoue que la première fois que je l'ai vu avec le brassard, je me suis dit waouh! Thilo Kehrer, capitaine, ça m'a étonné. Ouais, ça m'a surpris. Mais ça m'a bon, surpris aussi. Après, voilà, le garçon, effectivement, est très, très attachant. Je crois qu'il est vraiment. C'est quelqu'un de bien, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais Oui. Adi Hutter avait expliqué pourquoi il avait choisi Denis Zakaria et Thilo Kehrer comme capitaine et vice-capitaine. C'est aussi parce que, tout simplement, c'est des mecs qui font le ciment. C'est un polyglotte. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est des choses voilà, qui permettent de faire le lien entre toutes les composantes du vestiaire. Et donc, mais par contre, il a beau être vice-capitaine, Thilo Kehrer, en début de saison, il n'était pas parti pour être titulaire. C'est-à-dire que la défense centrale type d'Adi Hutter sur cette saison, c'était Eric Dyer, Christian Mawissa. Et sur les 3 premières journées de Ligue 1, c'est comme ça que joue Monaco. Donc Thilo Kehrer, il était d'ailleurs question durant la fin de l'été, peut-être qu'il aille voir ailleurs, parce que aussi il voyait son horizon se boucher. Thilo Kehrer, depuis qu'il est à Monaco, je trouve que c'est on voit que c'est un bon joueur. Qui est élégant, mais en plus effectivement un très gentil garçon, vraiment adorable, mais qui a tendance, moi j'ai l'impression, à un petit peu plafonner à un certain niveau. C'est-à-dire que face à Arsenal, face à l'Inter Milan, là face au Real Madrid, c'est un peu trop haut pour lui. Voilà. Tant que c'est des adversaires, tant que c'est pas des adversaires de top calibre européen, ça va. Il fait largement le taf. Mais il est peut-être un petit peu juste pour affronter les équipes du top 10, top 15 européen. C'était déjà un petit peu ce qu'on avait noté quand il était au Paris Saint-Germain. En fait, à un moment donné, mais bien sûr, mais pour affronter un grand club, il faut avoir une dalle particulière, il faut avoir cette mentalité de on va se défoncer. Un niveau aussi. Et lui, il y a une question de niveau, mais il y a aussi, je pense, un vrai sujet mental sur Thilo Kehrer, dans le sens où c'est pas un dalleux, il a presque un côté un peu romantique, un peu poète, quoi. Et en fait, il y a des... Alors, pas poète dans sa technique, hein, mais non, mais tu vois, il a un côté, je sais pas, un peu enfantin presque, un peu, et c'est pas quelqu'un qui va aller au charbon. C'est un peu à l'image de cet effectif. Il y a beaucoup de gentils garçons, et on cherche justement un peu ce que tu appelles les dalleux, les chiens de la casse, des mecs qui ont du vice, des mecs qui vont aller faire des fautes sans que l'arbitre s'en aperçoive, des mecs que tu détestes quand ils sont pas dans ton club, mais que tu adores une fois qu'ils sont avec toi, parce qu'ils sont extrêmement précieux. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui manque à Monaco. Il y a des très beaux joueurs. Il y a des très bons joueurs, il y a des très gentils mecs, mais ça manque sans doute un petit peu de vice et de caractère, sans doute, parce que ça peut parfois aller avec. Ouais, et là, tu nous as dit, Romain, à l'instant, que c'était à la base, la charnière, c'était Mawissa et Dyer. Ils sont plus là, ni l'un ni l'autre, en fait. Blessés. Les deux, hein, ils sont blessés les deux, c'est ça? Ils sont blessés les deux. Donc Mawissa va bientôt revenir. D'ailleurs, on ne sait pas trop pour l'instant, il sera absent plusieurs semaines. Chaque fois que tu dis d'ailleurs, on se demande si tu dis d'ailleurs ou d'ailleurs. Ou si tu te répètes, on ne sait pas trop. Je regarde la compo pour le match Monaco-Juventus de mercredi. Donc, on l'a dit tout à l'heure, et c'était vraiment un coup tenté par Pocognoli. Donc, c'est Zakaria, le capitaine et milieu, qui est descendu au cœur de la défense à 3, dans l'axe.
Et il avait Thilo Kehrer à sa gauche et Jordan Taizé à sa droite. Est-ce que vous pensez, les garçons, que c'est ce qui peut être reconduit contre le PSG? Ouais, toi, Christian, tu Franchement, verrais bien sincèrement, ça? je pense que on a vu que c'était assez bon, assez stable, que Zakaria il apportait justement quelque chose en se mettant, pardon, dans cette défense centrale. Ouais. Donc, si Mawissa revient pas à temps, je pense qu'effectivement on aura le même trio en défense. Tu vois, Et je suis assez satisfait de ce trio. et toi, Romain, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est difficile, mais Mawissa est plus très loin de revenir, là. Il est Ah, déjà à l'entraînement, donc d'ici l'affrontement contre le PSG, il sera sûrement là s'il rechute pas. Parce que le problème, c'est qu'il a déjà rechuté 2 fois. Donc ouais. ça fait 3 fois qu'il est blessé. Donc on peut jamais l'affirmer avec Et certitude. s'il Le revient, fait est Mawissa? qu'effectivement, Mawissa, c'est quelqu'un qui a des qualités physiques qui peuvent servir dans cette défense à 3. Et Parce si... que Ça va vite. Monaco a perdu de la vitesse Ouais. avec le départ de Singo et Mawissa peut aider dans ce domaine-là notamment. Et Et en plus, il est très polyvalent, donc il peut jouer à plusieurs postes de cette défense. voilà, justement, c'est ce que j'allais te demander. S'il revient, qui sort de la défense à 3? Kehrer, Zakaria ou Taizé? Pas Kehrer, je Je pense que suppose. Zakaria va remonter d'un cran et prendre la C'est ça, et place. ce serait Mawissa qui jouerait dans Ouais, l'axe alors. ou alors Thésée. Thésée Ouais. peut aussi Oui. sortir. Hein. Thésée, c'est pas un incontournable même s'il Mm. joue beaucoup sous Pocognoli, il joue aussi parce qu'il y a eu énormément de blessés. Ouais. Parce que normalement, dans un monde sans blessés, Jordan Thésée, il est doubleur de Vanderson à droite. Il dépanne au milieu quand il manque Zakaria et Camara, et il dépanne dans l'axe quand il n'y a pas d'ailleurs et Mawissa ou Mm. Kehrer. Donc en fait, c'est vraiment le couteau suisse, mais qui est indispensable nulle part, enfin en tout cas indiscutable nulle part, pas Oui, indispensable nulle part, il n'est pas mais titulaire. indiscutable nulle Ah ouais. part. C'est pas un mec, voilà, on se dit pas, il va le mettre quoi qu'il arrive s'il a tout le monde. Il n'a pas son rond de serviette, un poste en particulier, quoi. Mais du coup, il joue beaucoup. Non. Alors, maintenant, on va passer sur les ailes. Vanderson et Caio Henrique, pour le coup, c'est des titulaires indiscutables à ces postes-là, non, Christian? Ouais, Vanderson, en fait, on sait les titulaires indiscutables. Maintenant, par rapport au niveau qu'ils avaient, on va dire, il y a 1 an et demi, 2 ans, avant sa blessure, Caio Henrique était très très fort. Mais moi, je me souviens, je me Ouais. disais, mais il est trop fort, ce Meilleur mec. passeur de la Ligue 1, je crois, à Ah l'époque. ouais. Il se blesse et je pense que cette blessure lui a porté beaucoup, beaucoup de préjudice. Il a eu beaucoup de mal à revenir. Là, ça va un peu mieux. Et Vanderson, c'est un bon piston. Donc, ouais. Donc, 2 titulaires indiscutables. Et après, ils ont des doublures aussi. Je crois qu'il y a Ouattara qui peut jouer à droite comme à gauche. Mhm. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire à Monaco. Antoine, ta vision de cette doublette Caio Henrique à gauche et Vanderson à droite? Moi, j'ai été déçu de Vanderson sur la longueur parce que quand il est arrivé, j'avais vraiment l'impression que Monaco avait fait une super bonne pioche et Mhm. finalement, il n'a pas vraiment confirmé. C'est un joueur qui est capable quand même d'avoir des gros trous d'air dans un match. Donc, alors on verra si Kvaratskhelia est remis d'ici là, mais voilà, c'est face à un Kvara, il peut passer une sale soirée, Vanderson. Caio Henrique, pardon, je suis comme vous, il était vraiment très très bon. D'ailleurs, il était pas loin de l'équipe nationale au moment de sa blessure. Laquelle? Le Brésil, Ah. voilà. Ah oui, quand même. Alors, bon. Alors Vanderson aussi, il est pas loin de l'équipe nationale, ce qui prouve quand même qu'au niveau des latéraux, Ils sont convoqués ils d'ailleurs. sont convoqués, Ouais, ils ils sont sont convoqués convoqués régulièrement, régulièrement pendant l'automne. mais ça prouve quand même que le Brésil a quand même bien chuté au niveau des latéraux, sans faire injure à l'un ou à l'autre. Non, mais on est quand même passé de Roberto Carlos, Marcelo, Cafu à ces garçons-là. Enfin, je veux dire, on a quand même. Enfin, il y a eu Maicon. À Monaco, tu as eu Maicon, international brésilien en position de latéral droit. C'est pas faire injure à Vanderson de dire qu'il lui arrive pas à la cheville. Mais c'est des bons joueurs. Mais encore une fois, c'est un peu comme Thilo Kehrer. J'ai l'impression que quand tu arrives en Ligue des Champions face à des top équipes, des top joueurs, ils arrivent à un plafond. Ils arrivent à leur plafond, quoi. Comme, en fait, l'équipe, de toute façon, j'ai l'impression. Enfin, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sortent du lot face à des grandes équipes, quoi. On peut le dire quand même, non? Si, tu t'envoies sortir du lot? J'en vois un ou deux qui pareil. pourraient, mais qui ne le font pas forcément là cette saison, mais qui pourraient. Qui pourraient dans un autre contexte, mais on a l'impression qu'il n'y a pas mais- le déclencheur ou le liant qui fait qu'il y en a qui vont pouvoir se sublimer, quoi. Alors qu'il y a un potentiel de fou. Ça, c'est pour les pistons. Du coup, Romain, au milieu de terrain, donc soit c'est Zakaria qui est indiscutable au milieu de terrain s'il n'est pas en défense centrale. Indiscutable, vu comme il est pas bon au milieu, peut-être mieux de le laisser derrière. Enfin, Ah bon? Ouais, moi je suis assez d'accord aussi. Romain, pareil. tu mettrais qui, toi, au milieu de terrain, là? Contre le PSG, si tu avais le choix? Ça dépend
dépend de quel Zakaria. Moi, je suis un fan de Zakaria, mais de Zakaria, par exemple, de la saison dernière, quand il n'était pas blessé, c'était parfois fantastique. Zakaria, ça peut être. Je pense que justement, c'est le joueur. C'est le joueur qui potentiellement peut jouer dans des plus grandes équipes. Et d'ailleurs, il l'a fait. Ça s'est pas très bien passé pour différentes raisons. On va pas revenir dessus spécialement. Mais c'est quelqu'un qui a déjà été à Chelsea, qui a déjà été à la Juve. Et on sait pourquoi. Parce qu'il a des qualités balle au pied qui peuvent être exceptionnelles. Il peut casser des lignes. Ça peut être incroyable. Mais le fait est que depuis son non-départ en Arabie Saoudite fin août, c'est pas le même joueur. C'est le Denis Zakaria de la première partie de saison, c'est pas le Denis Zakaria qu'on connaît et qu'on a envie de voir. Mais par contre, si Zakaria redevient Zakaria, on a envie de le voir au milieu parce que tout de suite ça change l'équipe vraiment. Alors effectivement, il a fait son meilleur match de la saison en défense là, mais est-ce que c'était conjoncturel? Ça c'est difficile de se rendre compte. Moi, Maintenant, je pense que tout simplement, le milieu de terrain est bien meilleur avec Zakaria que oui, sans. bien sûr. Ouais, non, mais je suis d'accord avec lui, tout à fait. Après, je pense que physiquement, Zakaria, cette année, il n'est pas au même niveau que l'année dernière. Donc forcément, quand tu le replaces en défense, bah, il s'y retrouve un peu plus. Tu as besoin d'un Zakaria à 100% physiquement au milieu de terrain pour pouvoir faire quelque chose. S'il n'est pas à 100%... Après, face à Barcola, tu as quand même intérêt à être en forme. Ouais. Entre autres, mais. Mais Barcola n'a plus marqué depuis 15 matchs, non? Oui, mais les mecs qui se défendent il a sur marqué lui. la semaine dernière contre Auxerre. Contre Auxerre, pardon. Non, mais t'as raison, sur la Ligue des Champions. Champions. Sur la Ligue des Champions, Sur la Ligue des Champions, c'est vrai. Manchester City. Mais ça change rien quand tu es, je pense, quand tu défends sur Barcola, tu te tapes des courses de malade. Ouais. Et c'est récurrent dans le match. Et voilà, il faut avoir la bonne santé quand même. Ok, milieu de terrain, donc potentiellement Zakaria, mais qui est moins bien. Du coup, on l'associe avec qui? Lamine Camara. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute sur le fait que ce sera Lamine Camara au milieu. Ok. Qui est vraiment un très très bon joueur. Et potentiellement un troisième, comme ça a été le cas là, parce que je pense que Monaco a besoin de stabilité et peut-être jouer à 3 défensifs, enfin 3 vrais milieux. 3 vrais milieux de terrain. Alors tu mets Golovin? Non, je pense qu'il y a eu Koulibaly qui a pris cette place-là et remonté un peu Camara ou Zakaria. Mais en tout cas, si tu fais ça, tu n'as plus que 2 places pour les attaquants. Parce que Takayo, si tu fais une défense à 3. Si tu fais une défense à 3, ouais. Tu vois je pense que si tu fais une défense à 3, tu ne joueras pas à 3 au milieu. Ouais. Non, je pense que c'est soit tu joues en 4-3-3, soit tu joues en 4-3-3, soit tu joues avec 3 derrière et à ce moment-là, tu mets juste deux pivots. Bon, je pense que c'est le plus possible. On arrive au secteur qui peut-être est celui qui fonctionne le mieux à Monaco. En tout cas, celui sur lequel on place le plus d'espoir et où il y a les meilleurs joueurs, en fait, tout simplement, c'est le secteur offensif. Qui sont les joueurs? Alors, Minamino est blessé. Et ça, c'est gros coup dur parce que voilà, s'il y a un joueur frisson dans l'effectif, on va dire que c'est lui avec Marnès Akliouche. Comment va Marnès Akliouche en ce moment, Romain? Je pense que c'est un joueur qui dépend quand même des autres. Je pense pas qu'il faille attendre que Marnès Akliouche dribble 4 joueurs pour aller sortir son équipe de l'ornière. C'est un joueur qui va justement, qui repique dans l'axe, qui va combiner avec les autres, etc. Si les ballons ne reviennent pas parfaitement dans le petit timing, ça sera toujours plus difficile pour lui. On ne peut pas attendre de lui qu'il soit sauveur. Donc forcément, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit fait pour être entre guillemets, le meilleur joueur de son équipe. Et c'est le problème aujourd'hui, parce que du coup, s'il n'a pas forcément de répondants, il a d'autres joueurs, soit en manque de confiance, etc. Et du coup, forcément, il ne peut pas briller. C'est un joueur qui ne peut pas briller tout seul. Au contraire je pense par exemple son ancien binôme sur le côté de la saison dernière, qui était Elias Benseguir, qui lui pour le coup est de partir de la gauche, d'aller dribbler 3 mecs et d'aller mettre une frappe. Allô? Oui, on t'entend. En fait, ça coupe un petit peu, Romain, mais en gros, tu disais que Benseguir, pour le coup, lui, était capable de dribbler et d'aller. Benseguir était capable d'aller dribbler 3 mecs et d'aller marquer un but. Ça, c'est quelque chose que je l'ai vu faire. Akliouche en est capable, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais je ne pense pas que ce soit ni dans son style de jeu ni dans son caractère. Donc c'est pour ça que forcément il est moins brillant. En fait, c'est quelqu'un qui descend jamais vraiment en dessous d'un certain seuil, c'est-à-dire qu'il n'est jamais vraiment très très mauvais. Et il compense, il va même à Madrid, il a fait beaucoup d'efforts défensifs, etc. Il essaye. Mais il n'est pas en réussite. Puis il manque cruellement de stats, quoi. Ça, c'est une certitude. C'était sa marge de progression censément cette saison. Et comme il est devenu international français, forcément on en attend plus. Et donc il n'a pas, en termes statistiques, il n'a pas non plus franchi ce cap.
Et il joue ailier droit à Cliouche ou il joue dans l'axe aussi parfois? Il joue soit ailier Pour droit, repiquer. il a joué aussi numéro 10 quand ils ont joué en 4-4 Ouais. de losange. Et dans le 3-4-2-1, il joue donc derrière l'attaquant. Donc c'est une espèce de rôle un peu hybride. Où on n'est pas, mais il est jamais complètement sur un côté. Ok. De toute façon, même quand il joue en 4-2-3-1, il est replie vers jamais l'axe. complètement sur son côté. Ok. Je vais devoir vous laisser. Ah, pas de problème, on va parler de Mika Biret sans toi alors. Mais Romain, déjà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Franchement, c'était super précieux tout ce que tu nous as apporté. Donc, je rappelle que tu signes les articles de l'équipe qui parlent de l'AS Monaco. Et vraiment, merci beaucoup, Romain. Merci à vous. Au revoir. On va dire Au des revoir, trucs de bonne ouf émission. maintenant que tu seras parti Stuart. Ça va être passionnant. Allez, salut Romain. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Voilà, donc on continue sur les attaquants de cette équipe de Monaco. Donc là, j'ai la liste sous les yeux. On a Minamino qui est donc blessé, Ansu Fati, Lucas Michal. Il joue un peu lui? Non, plus cette saison. Très peu. Ok. Ouais. À Cliouche, donc Crépin Diatta, Folarin Balogun, Mika Biret, Ileni Kena et Paris Brunner. C'est ça? Ouais. Paris Brunner. Ok. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe avec Mika Biret, Christian? Parce que l'année dernière, il arrive, il explose tout, il enchaîne les stats, on se dit c'est un truc de ouf cet avant-centre. Où est-ce qu'il était caché avant, limite? Et là, cette année, il est même plus titulaire. Je pense qu'il paie un peu le manque d'initiative devant. Il y a plus de centre, il y a plus rien. Ce mec, il a besoin d'être alimenté en centre. Ouais. C'est un renard de surface. On l'a vu l'année dernière. Chaque ballon dans la surface, c'était danger, c'était but. C'est vrai qu'il a eu des débuts tonitruants. Et maintenant, c'est vrai qu'il paie un peu ce manque de ballons dans la surface. Et on l'a vu cette année, il a été remplacé par Balogun. Ouais. Et Balogun, plutôt satisfaisant. Je trouve que c'est vraiment le joueur, pour le coup, qui sort un peu du lot sur tous les matchs. Tu sens que tu as besoin d'un Balogun pour prendre la profondeur. Il est aussi très bon en point d'appui. Donc voilà. Associer les deux, ça n'a pas donné grand-chose jusqu'à maintenant. Donc, Antoine, Balogun, Mika Biret. Ouais, alors Mika Biret, il paye le manque d'animation autour de lui. Il paye aussi le fait que malheureusement pour lui, sur les premiers matchs de la saison, les frappes qui rentraient 9 fois sur 10 sur la saison dernière, elles sont passées à côté ou elles ont été sorties par les gardiens et sa confiance a un peu décliné. Et gamme derrière, il y avait moins de ballons. Le cercle vertueux de l'année dernière, c'est devenu un cercle vicieux. Sur Balogun, on a aussi un problème d'efficacité avec Balogun, à qui il faut aussi plusieurs occasions avant de marquer, même si effectivement c'est un joueur qui est très mobile, qui va très vite et qui est aussi bon techniquement, donc il peut être très très embêtant pour les défenseurs adverses. Malheureusement, moi je trouve qu'il est encore trop inconstant. Entre le samedi il va être très bon, le mercredi moyen, le samedi d'après entre les deux, et il n'arrive pas à, il l'a fait à Reims. Il avait eu une période où il était vraiment bon chaque week-end. À Monaco, je trouve qu'il n'a pas encore trouvé cette régularité-là. Et voilà, Monaco, aujourd'hui, ils ont 3 avant-centres, parce qu'il y a Ileni Kena, même s'il joue un petit peu moins, qui est là aussi. Et il n'y en a aucun qui s'impose vraiment. Il y avait Mbolo qui était là aussi l'année dernière, et c'était pareil. Personne depuis le départ de Ben Yedder, personne n'arrive à prendre le lead de l'attaque monégasque en étant le mec sur qui tu peux compter. Biret l'a fait la deuxième partie de saison dernière. Avec une réussite assez impressionnante, mais voilà, il manque aujourd'hui un leader. Il manque un leader derrière, il manque un leader devant. Il manque un leader partout. C'est un peu Zakaria est ton leader de milieu, mais du coup t'as pas de leader derrière et t'as pas non plus le joueur qui devant. Alors l'année dernière c'était mieux équilibré parce que t'as Biret qui a mis plein de buts, t'avais Ben Seguir qui faisait des différences, t'avais Akliouche dans un collectif fort qui était aussi très 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 intéressant, même si, comme Romain le disait tout à l'heure de manière très juste, il manque encore un peu de stats. Magnès Akliouche, il n'a pas franchi ce palier-là non plus cette saison, mais voilà, tu sens qu'il n'y a personne qui arrive à s'imposer comme le joueur sur qui Monaco peut s'appuyer quand ça va un petit peu moins bien pour faire la différence. Et alors sur l'aile gauche, c'est Ansu Fati qui est généralement le titulaire, ou là je regarde Quand il peut jouer. Quand il peut jouer, Laissez-moi deviner, il est inconstant ou Non, il est blessé. Non, normalement c'est Minamino, mais il est blessé.
Ou Golovin aussi, ou non? Golovin. Ouais. Donc là, c'est plus Golovin qu'Ansu Fati. Mhm. Et Golovin, pareil, on sent qu'il y a un petit truc qui manque encore par rapport au Golovin qu'on connaît, techniquement très juste, etc. Moi, je l'aime moins dans ce rôle-là. C'est Je l'aime mieux Golovin derrière les attaquants. quand il était Milieu soit offensif. meneur de jeu derrière les attaquants dans un 4-2-3-1, tu le fais jouer 10, ou même dans un 4-3-3 où il est 8-10, mais il a Très mobile. voilà, il a la possibilité de se projeter, mais parce qu'il a derrière lui deux milieux qui vont faire un boulot de monstrueux défensivement, parce que c'est pas non plus sa qualité première. Là, je trouve que dans ce système-là où il est dans le demi-espace gauche, il va pas déborder, il s'appuie pas plus que ça sur son piston, qui est Caio Henrique, il y a pas sens pas qu'il y ait une relation. Voilà. Donc je trouve que Golovin est mal. Il est là parce qu'il y a personne et que finalement il a quand même des qualités. C'est un super joueur de foot, Alexander Oui, bien Golovin, sûr, ouais. voilà. Mais du coup, je trouve que ça donne pas la pleine mesure de son talent de l'utiliser de cette manière-là. Bon, et alors, le sujet qui tue, vous disiez que ça manquait d'un vrai leader. Il est où Pogba? Ouais. Il est où Pogba? Bah, c'est Pour vrai, non, l'instant, mais c'est vrai. C'était un énorme pari. C'est la mauvaise pioche. Et- Ouais. Bah, Non, mais c'est vrai. avant mais c'est la pioche et maintenant c'est la c'est mauvaise C'est la pioche. pioche. mauvaise Non, mais- pioche. Non, mais c'est vrai. Ouais. Après, il peut t'apporter quelque chose dans le vestiaire, mais c'est vrai que t'en attendais beaucoup pour prendre le lead sur le terrain, et c'est ce qui manque à Monaco, et c'est dommage. Donc, Moi, je pense que il a fait une erreur en attendant cet été pour prendre un club. Il aurait dû Check. prendre en cours de il saison. il aurait signé alors à Monaco par exemple ou ailleurs. Il aurait signé. Sa suspension va se terminer en février Ouais, ou en mars. je crois. faire ouais. sa préparation Il bien aurait avant. signé en mars. Il aurait été dans un groupe, même s'il joue pas de toute la deuxième partie de saison. T'es dans le groupe, tu fais des entraînements, tu reprends le rythme du jeu avec des coéquipiers et tout. Là, il court après ça en fait. Mm. Et comme son corps, C'est plus le même. il a déjà trahi un certain nombre de fois avant son histoire de suspension. C'est quand même pas le corps le plus solide de l'histoire du football mondial. C'est pas Cristiano Ronaldo, tu vois ce que je veux dire. Du coup, derrière, il court après ça et finalement, il revient jamais. Et comme Monaco n'a pas fait de recrutement, on n'a parlé que de Pogba. Mm. Et du coup, on a augmenté les attentes sur un truc qui de toute façon était un pari Improbable. hyper risqué déjà quand au tu vois départ. quand il rentre en jeu, je crois que c'est contre Rennes, le stade se lève. Ouais, il y Tu te avait dis, une mais énorme t'imagines attente. la pression de Parce que malade. pas qu'à Monaco. Moi, Ah ouais, moi, je me mais, souviens sur ces premières minutes, on est en train de commenter à ce moment-là un match du PSG et on a les yeux sur le Ouais, match parce que parce qu'on mais attend. parce que c'est Pogba. Parce que oui, il y a c'est Pogba qui vient de jouer. champion du monde. Ouais. Ouais. La situation psychologiquement, mais c'est dur, Mhm. quoi. En plus, sachant ce qu'il a vécu Ah ouais, avant. bien sûr. Tu vois, c'est pour ça le côté leader du vestiaire, avec tout ce qu'il a encaissé ces dernières années, tu te dis, est-ce qu'il est capable aussi d'apporter encore, tu vois, cette fraîcheur, alors que tu peux pas jouer, tu peux pas être un leader par l'exemple sur le terrain. C'est très très compliqué d'être un leader quand tu joues pas. C'est quasiment impossible. Enfin, Si tu as tous joué ceux dans le qui- club longtemps et que petit à petit tu as été sur le banc, c'est possible. Mais si tu débarques Et dans le même, club et que tu joues pas, Enfin, moi, je sais que tu regardes d'expérience. Enfin, Thierry Henry, quand il fait la Coupe du Monde Mm. 2010 et que Domenech le met plus sur le terrain et qu'il lui dit je vais te prendre parce que tu vas être voilà. Mais Thierry Henry, il a aucun poids parce que quand tu joues pas dans ces genres oui, de mais trucs-là, attention, t'as- Thierry t'as- Henry, t'as- t'as aucun poids. oui, mais de base, Bah, il a c'est- quand même été capitaine de l'équipe de France un paquet d'années. Quand même. Oui, oui, Donc, mais c'est un joueur quand même qui est très auto-centré, même dans dans l'état d'esprit global, tu vois. C'est pas le mec dont t'attends justement le côté, tu vois, Naïsna dans le bus. Ah bah, il a rien il fait. a rien dit, il quoi. a pas Donc, bronché. Mais est-ce que les voilà. autres l'auraient écouté s'il avait bronché? Je suis pas Mais sûr. non, parce que justement, Pas quand sûr. t'as un mec qui est un peu dans un égo, j'aime beaucoup Thierry Henry, c'est pas méchant ce que je dis, mais il a ce côté quand même narcissique un peu et qui se voit un peu. C'est pas forcément ces mecs-là que tu suis, Ah, c'est voilà. possible, Mais bon. Pogba est plus un mec que tu vas suivre. tu Voilà, suis, ouais. exactement. une Pogba, évidence. c'est le mec qui va mettre en plus la bonne ambiance, qui va C'est être Pogba, soleil. Pogba, c'était le capitaine officieux des Bleus. C'était Oui. Lloris qui avait le brassard, mais Oui, le vrai capitaine, c'était Pogba, le taulier du vestiaire. Enfin non, C'était mais Pogba. je veux pas dénigrer le rôle de Lloris, parce qu'on a Mm. souvent dénigré le rôle de Lloris en disant que c'était le capitaine, que c'était le chouchou de Deschamps et tout. Mm. Lloris, c'est un vrai capitaine. Il a été capitaine à Tottenham. Quand t'es étranger, que t'es capitaine dans un Mm. club anglais, c'est qu'a priori, Mm. avec plusieurs entraîneurs différents en plus. Donc a priori, il avait quand même un leadership qui Mm. sautait pas forcément aux yeux. En conférence de presse, ça Mais- sautait pas aux yeux, mais peut-être Voilà, qu'en mais vrai. Après, il y a certains voilà, joueurs mais qui bien parlaient de sûr. lui en disant, mais ouais, comme capitaine, on l'entend pas trop. Donc, Mais bon. mais voilà, mais Pogba peut avoir une vraie influence, mais je pense qu'aujourd'hui, il court après sa carrière, malheureusement. Mais- Il court après le footballeur qu'il a été, Bien sûr. malheureusement.
Et Christian, quand il est rentré, les bouts de match qu'il a fait, il n'a pas fait un seul match en entier, je pense. Hein. Non, il a joué 16 minutes, je crois. Ah, c'est tout ? Ouais, il me semble qu'il a fait qu'une rentrée. Il a joué 16 minutes. Et malheureusement, oui, ça te fait frissonner parce que tu vois Pogba toucher le ballon. Tu vois techniquement, je pense qu'il n'a pas perdu. Techniquement, tu perds jamais. Mais physiquement, c'est plus le même Pogba. Et c'est vrai que comme le dit Antoine, il court après ces années. Il a fait 5 minutes contre Rennes, 4 minutes contre Paris, 21 minutes contre Brest. Voilà. Ah, donc il est rentré quand même 3 fois. Voilà. Ok. Ouais. Donc Et depuis, il est blessé au mollet. Dur. Donc il y a a priori vraiment très peu de chances qu'on le voit contre Paris. Ça me semble complètement je pense que hors de propos. Quoi. Oui. Ouais. Je pense que physiquement, il n'est pas au point pour aborder un match de cette ampleur-là. Donc, ou alors 4 minutes comme au match de championnat. Ouais. 4 minutes à la fin, oui, pourquoi pas. Si Monaco mène et que tu fais rentrer Pogba 2 minutes dans les arrêts de jeu, pourquoi pas. Pour le symbole, pour la symbolique. Mais tu fais pas un truc pour la symbolique face à Paris en Ligue des Champions. Non, tu peux pas. Je pense qu'on le verra. Je pense qu'on le verra pas. Je pense qu'on le verra pas malheureusement. À propos de 5-0, j'ai pas donné le parcours exact de Monaco en Ligue des Champions cette saison. Je vais juste vous donner ça rapidement. Première journée, Bruges-Monaco, c'est Bruges qui explose Monaco 4-1. Mais Bruges est une très bonne équipe. Tout à fait. On l'a vu. Comme peuvent en témoigner les Marseillais. Ouais. La première mi-temps de Monaco ce jour-là est catastrophique. 3-0 à la mi-temps et vraiment un naufrage. Naufrage tactique, je pense. Ouais. Ce jour-là, tout est raté. Tout est raté. Catastrophique ce match, vraiment. Donc c'est à 18h qui est encore sur le banc à ce moment-là. Sur la J2, c'est donc Monaco-Manchester City 2-2. Là, pour le coup, il y a énormément de blessés dans l'effectif de Monaco, mais ceux qui vont jouer vont être valeureux. Il y aura une défense à 3. Akliouche va faire un bon match. C'est Jordan Tézé qui marque le premier but d'une frappe incroyable, vraiment magnifique. 2 minutes après que Haaland ait ouvert le score pour City. Donc, réactivité de l'équipe. Enfin, là, il se passe un truc. Ouais. Voilà, deuxième but inscrit sur penalty. Deuxième but de... Si, c'est ça. Deuxième but de Monaco inscrit sur penalty, obtenu par Dyer. J3, Monaco-Tottenham. C'est le premier match de Sébastien Pocognoli en Ligue des Champions, en tant qu'entraîneur de Monaco. Très bon match. C'est pas loin d'être le meilleur match de Monaco de la saison. Qu'ils auraient dû gagner, je pense. Alors, sur quand ce match-là... tu revois ce match-là, tu te dis qu'il y avait tout. C'est un miracle que Tottenham reparte avec un point. C'est un miracle qui s'appelle Vicario, c'est le nom du gardien. Sur ce match-là, parce que sur ce match-là, il y a 23 tirs de Monaco et 11 tirs de Tottenham, donc ça finit à 0-0. Il y a 5 grosses occasions pour Monaco, mais Vicario est exceptionnel sur ce match et il arrête tout. Mais la dynamique est là, il y a un truc, il se passe un truc, et voilà, bon match. J4, Bodo-Glimt, ça se passe en Norvège. Là, c'est jamais facile d'aller gagner. Pas évident. On l'a vu. Sauf qu'il s'est cassé les dents il y a pas longtemps. Historiquement, il y a 2-3 clubs qui se sont fait piéger là-bas au-delà du cercle, parce que c'était au-delà du cercle polaire. C'est très très loin. C'est très sur un loin. terrain synthétique, il me semble. Donc il n'y a qu'un seul club qui est plus au nord que Bodo-Glimt. C'est un truc de fou. Bon là, il neigeait pas, il pleuvait ce jour-là. Monaco gagne 1-0. Ouais, 1-0. Mais alors, deuxième mi-temps, si tu veux, regarde, tu vois le momentum là. En deuxième mi-temps, Bodo-Glimt marche sur Monaco. Je ne sais pas comment vous en sortez, mais vous en sortez. Donc, c'est quand même la première victoire de la saison en Ligue des Champions. Avant ça, il y avait donc eu 2 matchs nuls contre City et Tottenham. Et la première victoire contre Bodo-Glimt, donc match très important. J5, Paphos en Chypre. À Chypre, pardon. C'est 2-2 encore à nouveau, mais le jeu est plutôt séduisant du côté de Monaco. Philippe Keun est sur le banc, choix de l'entraîneur, et c'est Radetzky qui va faire une bonne presta ce soir-là. Et voilà, match plutôt pas mal. Et Paphos, ils sont pas non plus. Pas évident d'aller jouer là-bas. C'était pas évident non plus. Voilà, c'était pas évident. J6, Monaco-Galatasaray, nouvelle victoire de Monaco, 1-0. Avec un penalty raté par Zakaria et un but sur corner sur une tête de Zakaria justement. Donc voilà, 1-0, 3 points. Et puis là, on arrive à la J7. Real Madrid, Monaco, défaite 6-1, dont un CSC de Thilo Kehrer, le dernier but, le 6e. Keun est de retour. Radessi s'est reblessé malheureusement. Je pense qu'il n'y a pas que Keun dans ce naufrage-là, mais effectivement, c'est un gros naufrage et je crois que c'est le pire naufrage en Ligue des Champions de la part de Monaco.
le plus large score de l'histoire. Et derrière, quand tu vois que Hutter, il se fait virer parce que manque de jeu, il part, et je crois Monaco est 4e ou 5e, pas très loin des 3 premiers. En Ligue 1 ou en Ligue 1, en ouais, Ligue 1. ouais. Et en Ligue des Champions, c'est plutôt potable. Il y a pas signal d'alerte. Il y a juste le 4-1 contre Bruges en entrée, mais sinon ça va mieux. Sinon ça va. Ouais, mais il avait fait 2-2 contre City, quoi. Il avait fait 4-1 contre Bruges et 2-2 contre City. Derrière, tu le vires et tu vois que tu prends la pire raclée de ton histoire face à Madrid et que derrière tu préserves l'entraîneur. Après, je pense que aussi c'est une question de moment. C'est-à-dire que là, tu avais le dernier match qui arrivait, donc changer d'entraîneur, c'était pas non plus la toi, meilleure. en tant que supporter, tu aurais carrément souhaité que Pocognoli saute à ce moment-là ? Non, c'est pas que je souhaite. Je pense qu'il y est pour rien dans ce qui se passe à Monaco, Pocognoli. Mais quand tu vas dans le sens de ce qui se passe à Monaco, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a eu un naufrage comme ça, ou les résultats qui manquaient, c'est quand même, on est sur 7 défaites d'affilée en championnat. C'est catastrophique, ça, pour Monaco. La pire défaite de ton histoire en Ligue des Champions, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc soit... Et je pense pas que ce soit l'entraîneur. Je pense que clairement, les joueurs doivent se remettre en question. Et donc voilà. Donc étonné qu'il soit resté. Et en même temps, je me dis que le moment joue pour lui. Voilà. Et puis changer 3 fois d'entraîneur 3 entraîneurs différents dans la saison. Tu sais, ça s'est déjà fait. Ils ont Jardim, etc. Donc, oui, mais après, parce que là, avec le contrat que tu lui as j'ai filé, même cru qu'ils allaient le rappeler. Ouais. Je me suis dit, ils vont rappeler Jardim. Ils vont rappeler Jardim. Qui est au Brésil d'ailleurs maintenant, je crois. Il entraîne au Brésil, Leonardo Jardim. En tout cas, là, on a évoqué tout l'effectif. On a évoqué les 2 coachs. On a un tout petit peu évoqué le propriétaire, mais il y a une personne qu'on n'a pas évoquée encore, c'est le directeur général. On a cité son nom tout à l'heure, mais on ne s'est pas penché sur la question. Thiago Scuro. Antoine, comment dire ? Beaucoup de reproches lui sont faits à Thiago Scuro. Il y a des gens qui pensent que c'est sa direction qui est problématique. Ça fait quand même plusieurs saisons que Monaco fait les montagnes russes, c'est-à-dire qu'ils font une belle saison, puis la saison d'après c'est compliqué. On change l'entraîneur, du coup ça va mieux. Enfin, on a eu Kovac, on a eu Moreno, on a eu Adi Hutter, maintenant on a Pocognoli. Donc Monaco fait les montagnes russes depuis un certain nombre de saisons. Les recrues, c'est là aussi, c'est très aléatoire. Cette année, je trouve que ça a été quand même la pire année au niveau des recrues. Quand tu vois ce qui arrive, c'est-à-dire Pogba, Ansu Fati, il le disait. D'ailleurs, tu peux pas compter sur ce. Enfin, tu sais pas ce qui va se passer avec ces joueurs-là. Et en plus de ça, tu as des joueurs qui ont même pas été utilisés pratiquement. Paris Brunner, il fait, je crois, un championnat de moins de 20, championnat du monde de moins de 20 ou championnat d'Europe de moins de 20, avec quelque chose qui te fait croire que il va intégrer l'équipe et qu'il va se passer quelque chose. On l'a pas vu. Stanislas Idumbo, je crois que Stanis Idumbo ou un truc comme ça, il vient du sud d'Espagne, du Celta Vigo ou un truc comme ça, pareil. Il a rien apporté. Il est lié, il me semble. Et il est lié. Donc il est dans l'effectif. Ouais, il est dans l'effectif, mais mais c'est ça, tu vois, c'est improbable. Donc, en termes de recrues, c'est vrai que cette année, pour moi, Monaco, ils se sont complètement ratés. Et ça se ressent aussi là, en plus des blessés, etc. Quand tu as autant de blessés, tu dois pouvoir compter sur des recrues, et les recrues, elles sont pas là. Donc, et du coup, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur cette double confrontation en barrage contre le Paris Saint-Germain ? T'as pas l'air serein, Christian. Non, c'est comme je disais tout à l'heure, je pense que ça aurait été un match. Ça aurait été sur un match, il y aurait eu quelque chose de plausible, de possible. Comme en championnat. Parce que Paris n'est pas au meilleur de sa forme et que on revoit pas ce trio au milieu de terrain qui les a portés l'année dernière et qui a fait énormément de bien à Paris. Je pense que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Donc voilà, il manque ça. Il y a Kvara qui est blessé. Donc il y a quand même des petits signaux qui te... Ils sont fatigués aussi. Exactement, ils sont fatigués. La préparation, elle n'a pas été optimum, etc. Donc il y a quand même une chance. Quand tu te dis, si c'est sur un match, il y a quelque chose à faire. Maintenant, sur un match aller-retour, au vu des joueurs qu'il y a, au vu
De l'entraîneur aussi. de l'entraîneur. Pour le coup, on n'est pas sur le même C'est clair. pédigré d'entraîneur. Hein. Donc voilà, je Ouais. pense que Paris non, est largement favori et n'a pas de souci à se faire face à un Monaco. Donc peut-être au match aller à Monaco, il y aura peut-être une petite surprise ou un match nul ou quelque chose comme ça. Une blessure grave. Ouais, une blessure grave, on sait jamais. Mais en tout cas, Vous nous faites pas ça, Christian. Moi, je débarque chez toi, je non, mais m'énerve. c'est- Hein, je te le dis. Hein. C'est pas le but. Non, mais en des tout fois, cas, on se demande. Hein, En tout franchement. cas, je vois Paris passer sur un aller-retour, sur une double confrontation. Ils sont largement au-dessus. Antoine, Oui, Paris est largement favori. Le danger. c'est d'être favori. Non, mais Monaco, c'est une équipe qui pose des problèmes au PSG Mm. très régulièrement. Alors, ils ont pris quelques cartons il y a quelques années aussi, mais voilà, Monaco, c'est une équipe qui est jamais facile à jouer pour le PSG de manière historique. Et on l'a encore vu cette saison lors du match de championnat qui a été gagné par Monaco. Et notamment, je trouve cette saison, et ça c'est assez bien vu, ils ont une équipe très jeune. On a dit, ils ont un peu tendance à choisir leur match. Voilà, jouer Paris, c'était un peu le match caméra sur lequel tu pouvais briller, tu Évidemment. avais envie de briller. Voilà. Donc là, le risque, il est le même. C'est-à-dire que c'est un match sur lequel le danger pour Monaco, c'est que, ils ont gagné le match de championnat. Donc les mecs, ils sont prévenus. En général, le PSG de Luis Enrique ne fait pas 2 fois les mêmes bêtises. Donc a priori, ils les prendront sûrement pas. Ils vont les prendre sûrement beaucoup plus au sérieux que peut-être qu'ils avaient fait le match de championnat. Et pour moi, le danger pour Monaco, c'est que dans l'ancien système de la Ligue des Champions, où tu avais le match aller et 3 semaines après le match retour, tu peux le faire 2 fois le match caméra. Mais là, 2 fois sur une une semaine semaine d'intervalle. c'est- Déjà, Monaco, sur une semaine d'intervalle, 2 fois un bon match, ils ont du mal. Non, mais Alors, 2 fois un bon match contre le c'est- PSG. voilà. Donc c'est pour ça que Paris est largement favori. Maintenant, il faut jamais, faut jamais insulter le football. Non, Et c'est il faut clair. que le PSG soit très discipliné, très attentif à ce qu'il va faire sur ce match-là. Parce que tu n'es pas à l'abri. Si tu es piégé au match aller à Louis II, comme tu t'es fait piéger au Sporting, comme tu t'es fait piéger au Parc contre le Paris FC, de te retrouver avec un match retour bourbier. Et attends, parce que Et voilà. vous savez qui joue entre les deux? Entre les deux Marseille, matchs Lens. non, oh là là. Non, Ouais, mais ça peut, là, ça fait ça PSG, peut être Lens, bien, PSG. c'est-à-dire qu'il va y C'est avoir Monaco du qui joue, niveau. c'est pas le PSG. Ah, c'est oui. Monaco. Ah, Je oui, croyais que c'était le PSG. Ah, Non, moi parce je que- pensais que c'était PSG. Non, le Lens PSG, là, le PSG, là, ça va le être Lens PSG, c'est en problématique. avril. Ouais, ça va être problématique. Oui. Non, le Lens Voilà. PSG, c'est en avril. Parce que pour Ouais. le coup, je sais pas ce qui va se passer en championnat. En tout cas, ils sont vraiment largués par rapport à. Aujourd'hui, 10e, mais voilà, 10e, 7 mais défaites à- d'affilée. Quoi. Ouais, voilà. Donc c'est compliqué. Je pense qu'ils vont essayer quand même d'attraper les places européennes si possible, bien que ça va être Ouais. très très compliqué. Ou via la coupe. Voilà, ou via la coupe, mais c'est très très compliqué. Donc La ouais, chance il que reste vous- la Ligue des Champions. Ouais. Effectivement, Ouais. ils vont la jouer à fond et on sait jamais. Maintenant, sur une double confrontation, pour moi, Bon. ça va être très très dur. Écoute, on verra. Je sais pas qui nous on joue entre les deux confrontations contre Monaco. Je J'ai vais pas aller regardé. regarder ça vite fait parce que c'est intéressant quand même de voir qui on a. Alors là, j'ai pas mis PSG, j'ai mis OAS. Rien à voir. J'ai Ça J'ai va pas moins bien tapé. marcher pour trouver le calendrier du j'ai club. pas du tout tapé. Non, là, j'ai mis pas PAS, c'est toujours pas ça. Qu'est-ce qui se passe avec mon clavier? Voilà, PSG calendrier. Donc là, on a donc évidemment Marseille. Non, d'abord, on a Strasbourg ce dimanche. Le dimanche d'après, on a Marseille. Ensuite, on a Rennes. Ensuite, on a Monaco. Et après, on a Metz entre les deux. Pas évident aussi comme calendrier quand même. Strasbourg, pas évident ce week-end parce que Loin d'être évident. Hein. Ouais. Strasbourg, Metz au parc en plus. Metz. Là, au t'as Parc. pas de déplacement. entre les deux, voilà, entre les deux, c'est vrai que matchs de Monaco. c'est assez. Alors, Mbaye, Jantou. on le connaît, mais on le connaît le coach. Mayoulou. On le connaît le coach Tu crois depuis 3 saisons. Ça, C'est dé- ça, possible, hein. ça- Ça va dépendre du match aller aussi, mais Ça va mais- dépendre du mais, match aller, ça va on a moins de dépendre matchs du- parce que tu vois, entre Strasbourg et Marseille, on a une semaine complète. Ouais, on ferait pas un petit stage au Maroc pour refaire du frais. Ouais, on peut faire. En Azerbaïdjan, pourquoi pas? Alors À non, Bakou non justement, parce que l'idée c'est plutôt d'aller pas trop loin. Mais... Parce que moi Ah oui, le Maroc, j'ai été très surpris de la déclaration de Luis Enrique qui disait jouer les matchs de barrage, à la rigueur, je préfère parce que ça fait des matchs, ça fait des matchs en plus. Je veux dire, quand t'as pas fait de préparation physique, que ton équipe attire la langue à la 50e minute, avoir une semaine pleine entre Et- deux matchs de championnat sur tout le mois de février. Surtout où tu peux bosser la tactique. Non, ouais, puis tu peux. C'est pour ça que moi je disais, je faisais la blague. Tu fais un mini stage. Le PSG l'avait fait avec Laurent Blanc une année. Ils étaient partis au Maroc au mois de janvier. Tu joues. Pas dû s'ennuyer. Tu joues le dimanche parce que là tu as match dimanche contre Strasbourg et tu rejoues dimanche contre Marseille. Et tu pars lundi au Maroc, tu rentres vendredi.
tu as fait 4 jours dans les installations incroyables qu'il y a là-bas, tu as le temps, tu fais de la cohésion d'équipe, tu peux travailler le physique, tu peux travailler plein de trucs pour faire en sorte que ton équipe, elle arrive sur les matchs de Ligue des Champions du mois de mi-février en meilleur état physique que ce qu'elle est aujourd'hui. Physique et mental aussi, parce qu'on sent qu'ils sont un peu au bout du rouleau. Mais c'est intéressant ce que tu dis en plus, Antoine, parce que la saison dernière, le game changer vraiment, c'est le trophée des champions à Doha, où en fait, avant le match, ils font 3 jours là-bas. Ils ont 3 jours là-bas de cohésion, de machin. Et en fait, il y a vraiment ce sentiment que c'est ce moment-là qui a complètement fait basculer la saison. Moi, je dis le Maroc parce que c'est moins loin. Ouais. Effectivement, s'il faut aller à Doha voir le patron et faire un peu de business à Doha, il y a pas de problème. Genre, le les trophée activations commerciales et marketing. Non, mais pour le coup, le stage, effectivement, le micro-stage à Doha avant le trophée des champions est un très très bon exemple. C'est-à-dire c'est quelque chose qui avait fait beaucoup de bien au groupe. Et moi, c'est un peu ce que j'avais dit. Parce que tout le monde a parlé du campus, qui est incroyable, qui est un outil incroyable, etc. Tu peux faire les mises au vert, tu peux tout faire là-bas. Et moi, j'ai dit, attention, le danger de te refermer que sur ton campus, où tu peux effectivement faire des mises au vert, tu peux passer 3 jours au campus si tu veux, les joueurs ils peuvent dormir sur place. Enrique vit là-bas. Oui, non mais voilà, il n'y a pas de problème. Mais le bénéfice, et d'ailleurs, Marseille en a fait l'expérience l'année dernière, ils ont fait des retiros, ils sont partis 2 fois une semaine à Rome, dans une période qui était compliquée pour eux, ça leur a permis d'aller assurer la deuxième place qu'il fallait. De temps en temps, ça peut faire beaucoup de bien de faire ce genre de choses. En fait, il faut que Monaco fasse un petit voyage. Un petit truc dans le bus ou au fond du bus, tu joues à Action Vérité, ce genre de truc, un peu de cohésion. Mais tu sais, Pia, on va pas se mentir. Pourquoi aussi il y a une tendance aussi qui est différente de l'année dernière. C'est-à-dire que Paris, l'année dernière, ils sont arrivés très forts au bon moment. À ce moment-là, on avait une très très bonne équipe de Paris. Ils avaient commencé moins bien. Là, on a un peu l'effet inverse. Ouais. On a Paris qui a commencé très très fort en Ligue des Champions. Exactement, et qui redescend un peu. Depuis quelques matchs, ça va un peu moins bien. Il y a un trou. Donc voilà. De quoi donner un petit espoir. Si Monaco était en pleine forme et que ça marchait bien et que les joueurs, il y avait une équipe et cohésion et qu'il y avait des leaders, etc. Là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc même comme ça, on voit difficilement comment Paris ne pourrait pas passer. En tout cas, c'est quand même un tout petit peu plus équilibré sur le papier que si on avait tiré Karabag. Et bon, bah voilà. Même si attention, Karabag. Aller jouer là-bas, il y en a qui se sont pas amusés. Ouais. Chelsea cette année, ils ont fait 2-2 par exemple dans la phase de Ligue des Champions. De toute façon, ils sont en barrage. Non, mais voilà. Et d'ailleurs, ils sont en barrage parce que ils ont pris pas mal de points à domicile. Ils ont été faire une victoire à l'extérieur quand même. Maintenant, effectivement, quand tu prends historiquement sur les doubles confrontations, les rares fois où Karabag est sorti de la phase de poule, que ce soit surtout en Europa League ou en Conference League, quand ils arrivent sur les matchs à élimination directe, ça peut être. L'année dernière, il y a 2-3 ans, ils avaient joué Marseille notamment. Ils avaient pris 4-1 à l'aller, 4-1 ou 3-0 au retour. Enfin voilà, ils arrivent sur les matchs à élimination directe, ils arrivent assez vite quand même à un plafond de verre qui est assez normal par rapport au niveau de cette équipe-là. Est-ce qu'on est en train de conclure l'émission sur Karabag alors qu'en fait finalement Karabag, on s'en casse. On laisse ce déplacement bourbier à Newcastle. Exactement. Voilà. Ah bah là, ça va être intéressant à voir Newcastle en Azerbaïdjan et Karabag. Ce sera à 18h45, juste avant le match de voilà. Ouais. Mais bon, après. C'est pas pour nous. En plus, pour Monaco, si tu prends la base du match de mercredi, qui doit, à mon avis, servir à Pocognoli et à ses joueurs pour préparer le match du PSG. Tu as fait 0-0. Tu fais 0-0 à l'aller à Louis II. Tu vas au parc en essayant de faire la même chose. Quand tu vois les dernières séances de tir au but du PSG, c'est peut-être pas l'idée du siècle non plus, se dire on va aller au tir au but face à Paris. On ne sait pas qui sera dans nos cages. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. C'est les 5 dernières séances de tir au but. Les 6 dernières séances de tir au but du PSG. Les 6 dernières séances de tir au but. 6 victoires, 3 gardiens différents. Il y a Keun en face. Et en face, tu as Keun ou Radetzky. Enfin, Keun, parce que Radetzky ne sera pas là. C'est vrai. Donc, viser les tirs au but, c'est peut-être même pas une idée de génie. Ouais, je le connais bien, Christian, et plus l'émission avance, et plus je vois dans ses yeux qu'il se dit c'est la merde. Non, mais même avant d'arriver. Après, voilà, on se leurre pas. S'il y a quelque chose qui se passe, tant mieux. Mais je vois pas. Franchement, comme dirait Jean-Claude Duss sur un malentendu. Ça va peut-être marcher. Non, ils ont quand même des joueurs et ils l'ont montré qu'ils sont capables. Mais bien sûr. De faire. Non, mais par exemple. Oui. On rigole, mais attends, personne ne les prend de haut non plus. Non, c'est surtout comment sera Paris
dans 2 semaines. Ouais, Oui, ouais, c'est ouais. ça. En fait, C'est surtout ça la question. vraie T'es là. interrogation. La vraie Voilà. interrogation, le match dépend de Paris. Comme Ouais. très Comme- très souvent contre comme les très équipes souvent, de Ligue 1. Ouais. Quoi. Ouais. Voilà. Complètement. Enfin, ce sera pas le cas contre Marseille et même contre Strasbourg ce week-end. Strasbourg et Marseille, ça va être des très très bons indicateurs de où en est le Paris Saint-Germain les deux prochains matchs. Il n'y a pas assez de marge en championnat pour faire Ah autre non. chose que Pour 6 faire, points. ouais. Là, hein. Ah non, non, là, là. puis faudrait quand même que la manière soit de retour. Donc, J'ai envie de te dire, actuellement, la manière, pas grave. Enfin, à titre contre personnel. Strasbourg, on peut mettre la manière alors, sous le tapis. même contre parce Marseille. que c'est chaud, Strasbourg. Ah ouais, Même- mais non. Marseille, on a une semaine de repos entre les Mais- deux. Mais là, Strasbourg, là. Honnêtement, je vais pas mentir. Marseille a pris un sacré coup sur la tête. Voilà, Donc, oui, il y a voilà. ça. Donc ça, il y a ça. Oui. Euh, À voir ce qu'ils vont donner ce week-end contre les voisins de l'autre côté de la rue, du Paris FC, et comment ils vont s'en sortir aussi en Coupe de France contre Rennes, parce qu'ils ont un match en milieu de semaine. Après, Strasbourg, je vais pas mentir, depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, je n'ai pas vu de match. Alors, Donc moi, j'ai vu le dernier match. Strasbourg, moi, j'ai le vu aussi, Strasbourg ouais. en version Ah, Gary O'Neill, je sais non, pas ce que mais ça vaut. je te jure, Antoine, C'est le fort. dernier match. Ah non, mais là, c'est tu très te très dis, fort. oula, Mm. très, très, très fort. Vraiment, quoi. Il va y avoir une Donc, opposition en tout cas. Ah, Voilà. Ah, Donc ça ouais, c'est ouais. bien. Et puis eux, ils jouent au foot, quoi. voilà. Et Ah, ça, le oui, ballon, oui. il circule super vite. Il y a des contre-attaques du feu de Dieu. Enfin, franchement. Je trouve que c'est une belle opposition Ouais. face à Paris et c'est une bonne jauge Ouais. pour Le Paris. match Vraiment. aller avait été spectaculaire. Ouais, non, mais de toute façon, voilà, Strasbourg, c'est une bonne équipe. Il y a des bons joueurs, il y a des joueurs jeunes. Mais Ils mettront pas un double bus comme le GC Nice. Ah non, ils mettront pas un double bus. Enfin, je serais vraiment étonnée vu le match que Non. j'ai vu le week-end dernier. Bon, en tout cas, merci beaucoup les garçons, c'était top. C'était très très bien de passer cette heure et demie sous les palmiers de Monaco avec vous, à un peu anticiper ce qui va pouvoir se passer pour cette double confrontation en Ligue des Champions. Vous qui nous écoutez en podcast, peut-être que le match contre Strasbourg est déjà passé au moment où vous nous écoutez et vous savez qu'on leur a mis 4-0 et vous dites c'est bon, arrêtez de stresser, ou au contraire qu'ils nous ont mis une pile, on ne sait pas. Mais en tout cas, peut-être aussi que vous ne savez pas que ce dimanche à 15h, il y a les féminines qui jouent au Parc des Princes contre l'OL. Alors, moi, j'y vais avec mes filles et 2 copines de mes filles pour l'anniversaire de ma petite dernière. Et ce matin, ma fille m'a dit, mais maman, on a une chance de gagner contre l'OL ou pas? Donc, je lui ai dit, franchement, ma chérie, non. Elle me dit, mais c'est horrible alors, pourquoi on y va? Je lui ai dit, bah, c'est comme ça. C'est le seul match qu'elles font au parc. Donc, voilà, on va y aller et ça va être. J'espère qu'il y aura quand même du beau football. Elles vont mieux, nos féminines, au Paris Saint-Germain. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube 100% PSG, c'est le moment de le faire. On est en train d'essayer de passer le cap des 7000. On est vraiment à 10 ou 20 abonnements des 7000. T'es abonné, Antoine? Oui. Toi, je te demande pas parce que même si on s'aime bien, t'es pas supporter du PSG. Non, Bah, mais bon, voilà. je m'abonnerai. Parce que, Ouais, par amitié. Ouais, par amitié, tout Sinon, je viens simplement. pas au baptême de ton fils. Je crois que je vais cliquer de suite. Bon, merci les garçons, merci Christian, merci à Merci toi à toi, Antoine, toujours un merci plaisir. à Romain qui était avec nous tout à l'heure. Et je vais quand même terminer par un remerciement à la team B qui était dispo pour parler de Karabag au cas où. Ça aurait été toi Antoine Oui. en studio. On aurait été aussi avec Lazare von Paris qui est le créateur du site footballski.fr, un site passionnant sur le football des pays de l'Est. Et puis on aurait été aussi avec Régis Dupont, journaliste à l'équipe, qui s'était déplacé à Karabag dans le stade de Bakou quand l'équipe a affronté l'Olympique Lyonnais, je crois, en Coupe de l'UEFA. Donc, il aurait pu quand même nous dire des trucs sur Karabag. Voilà, ce ne sera pas le cas. Et Karabag, on s'encarre. Allez, salut tout le monde.